À 7, en ce début de journée étouffant, la chaleur semble peser sur les esprits autant que sur les corps. Dans l'air, il y a quelque chose de dense, une tension diffuse qui, sans qu'on sache pourquoi, donne le sentiment que tout peut basculer. Pourtant, au Spoon, le café du port, où se croisent habitués et passants, tout paraît encore calme. Fred et Victoire sont assis à une table aux côtés d'Aaron. Mais derrière cette scène anodine se cache un malaise profond. Aaron, médecin respecté mais aujourd'hui brisé, garde les yeux baissés sur sa tasse. Le café refroidit, mais il n'y touche pas. Dans sa tête, un film se déroule en boucle. Celui de l'opération qui a coûté la vie à son frère Simon. Il revoit chaque geste, chaque seconde où il a cru pouvoir le sauver, et ce moment précis où tout a échappé à son contrôle. La culpabilité est un poids qui lui écrase la poitrine. Fred et Victoire tentent de lui parler, de lui rappeler qu'ils sont là, qu'il n'est pas seul. Mais Aaron reste enfermé dans son silence, incapable de s'extraire de ses pensées. Pendant ce temps, ailleurs dans la ville, Nordine et Manon s'accordent une parenthèse légère. En pleine rue, ils tombent sur un fauteuil abandonné, un peu usé, mais encore confortable. La trouvaille les amuse, ils décident de le récupérer, prévoyant déjà les soirées à se reposer dessus, à tenter d'oublier la chaleur écrasante de leur petit appartement. Cette scène légère contraste violemment avec ce qui se joue à quelques rues de là, dans l'ombre. Fred, de son côté, s'apprête à monter dans sa voiture. Il ne se doute pas que dans quelques secondes, sa journée prendra un tournant cauchemardesque. La portière s'ouvre brusquement et, dans un geste sec, Ludo s'engouffre à l'intérieur. Il tient un couteau, la main ferme, les traits tirés par une angoisse qui frôle la panique. Son regard est celui d'un homme au bord du gouffre. Sans préambule, il ordonne à Fred de démarrer et de l'aider à fuir. Fred sent son cœur battre à tout rompre. L'instinct de survie le pousse à obéir, mais il garde assez de lucidité pour agir discrètement. Tout en mettant le moteur en marche, il déclenche un appel vers Victoire, son téléphone resté en ligne au fond de la poche. À l'autre bout, Victoire ne tarde pas à comprendre qu'il se passe quelque chose de grave. Elle perçoit des bribes de phrases, la tension dans la voix de Fred, et surtout, ce ton menaçant de Ludo. Elle réagit immédiatement. Sans perdre une seconde, elle contacte Aurore, capitaine de police. La nouvelle tombe comme un coup près, Fred est pris en otage, l'équipe se mobilise. Sarah se charge de géolocaliser le téléphone pendant qu'Aurore coordonne les forces disponibles pour intercepter la voiture. À l'intérieur du véhicule, Fred tente de raisonner Ludo. Il lui parle calmement, cherche à comprendre pourquoi il agit ainsi. Ludo, lui, ne répond pas vraiment aux questions. Il se contente de répéter qu'il n'a pas le choix, que les choses sont plus compliquées qu'elles en ont l'air. Son visage est fermé, mais ses yeux, eux, laissent transparaître une détresse presque palpable. La course-poursuite silencieuse prend fin plus vite que prévu. Grâce à la localisation et à la rapidité d'intervention, la police intercepte la voiture. L'arrestation se fait en quelques secondes. Aurore en personne se charge de neutraliser Ludo, pendant que Fred est mis à l'abri, encore tremblant mais sain et sauf. Le soulagement est palpable, mais il ne dure pas. Car derrière ce geste violent se cache une question qui brûle toutes les lèvres. Qu'est-ce qui a poussé Ludo à agir de la sorte ? Était-ce une fuite désespérée, un acte prémédité ou le dernier recours d'un homme acculé ? Au même moment, dans un autre quartier, Camille vit sa propre tempête intérieure. La mort de Simon l'a bouleversée. Elle regrette ses mots durs, les jugements hâtifs qu'elle a portés sur lui. « J'aurais dû le comprendre, être là pour lui », confie-t-elle à Maud et Raphaël. Sa voix tremble, ses yeux se brouillent, mais le temps ne se remonte pas. De la journée ressemble déjà à un précipice. Ludo est sous les verrous, Fred est sain et sauf, mais personne n'a encore les réponses. Et, dans l'air chaud et lourd de Sète, une vérité se devine. Ce qui vient de se passer n'est que la surface d'une affaire bien plus sombre. Un nom va bientôt surgir, un nom qui changera tout, Joyce. La salle d'interrogatoire du commissariat de Sète n'a rien de rassurant. Les murs gris, la table métallique, la lumière blanche légèrement trop forte, tout est pensé pour déstabiliser. Assis face à Aurore, Ludo ne ressemble pas à l'homme que l'on imagine derrière une agression armée. Son dos est voûté, ses mains liées devant lui tremblent légèrement et ses yeux restent fixés sur la surface froide de la table comme s'il cherchait à éviter tout contact humain. Aurore, elle, sait qu'elle doit marcher sur un fil. Face à elle, ce n'est pas seulement un suspect. C'est un homme qui, de toute évidence, porte un poids qu'il n'arrive pas à poser. Elle commence doucement, sa voix posée, presque maternelle. « Ludo, il faut qu'on parle, pas pour m'aider moi, mais pour que la vérité sorte. » Le silence qui suit est pesant. Ludo respire profondément, mais aucun mot ne franchit ses lèvres. Il est enfermé dans une forteresse invisible. Aurore sait que si elle frappe trop fort, il se refermera encore plus. Alors, elle change d'angle. Elle lui parle de Simon, de ce que sa mort a provoqué. Elle décrit le chagrin d'Aaron, le vide laissé dans la vie de Camille. Les traits de Ludo se crispent. Il détourne le regard, mais cette réaction suffit à Aurore pour sentir qu'elle vient de toucher une corde sensible. « Tu sais,
Quand quelqu'un meurt dans ces conditions, le pire, ce sont les questions sans réponse. Alors donne-moi au moins ça, dis-moi pourquoi. À travers la vitre sans teint, Sarah observe la scène, attentive aux moindres gestes. Elle voit la tension dans les épaules de Ludo, la façon dont ses doigts se serrent l'un contre l'autre, comme s'il essayait de se contenir. Pendant ce temps, Fred est entendu dans une autre pièce. Il raconte comment Ludo l'a menacé dans la voiture, mais aussi ce qu'il connaît de lui. C'était pas un mauvais gars, plutôt discret, parfois même trop sensible pour ce monde, explique-t-il. Ces mots surprennent les enquêteurs. Ils peinent à concilier cette description avec l'homme armé qu'ils ont arrêté quelques heures plus tôt. De retour face à Aurore, Ludo finit par relever les yeux. Sa voix est basse, hésitante. « Je ne voulais pas… » Il s'interrompt, avale difficilement sa salive. « Alors explique-moi » insiste Aurore. Cette fois, les mots sortent, hachés mais sincères. Joyce, sa compagne, a été enlevée. Depuis plusieurs jours, il reçoit des messages anonymes, des ordres clairs, faire exactement ce qu'on lui dit, sous peine de voir Joyce exécutée. L'un de ces ordres, le plus terrible, a été de tuer Simon. Aurore se fige. L'affaire prend une tournure totalement différente. Derrière l'image d'un meurtre isolé, elle distingue désormais les contours d'une machination. Elle pose ses mains à plat sur la table, se penche légèrement vers Ludo. « Tu as des preuves de ce que tu avances? Messages, photos, vidéos ?» Ludo hoche la tête. Oui, il a encore sur son téléphone quelques messages menaçants. Il a tout gardé, espérant qu'un jour, il pourrait les utiliser, mais la peur l'a empêché d'agir plus tôt. Le récit est entrecoupé de pauses, de silences, où Ludo lutte contre les larmes. Il raconte comment, chaque nuit, il imaginait Joyce attachée quelque part, terrorisée, comment chaque son de notification sur son téléphone faisait monter en lui une angoisse paralysante. Et comment il a fini par céder, convaincu que c'était le seul moyen de la garder en vie. Aurore l'écoute, mais ne peut s'empêcher de penser. Pourquoi n'a-t-il pas pris le risque de prévenir la police? Quand elle pose la question, la réponse de Ludo est immédiate, presque un cri. Parce qu'il la tuerait, vous ne comprenez pas. Il savait tout sur elle, où elle allait, qui elle voyait. Il m'avait à l'œil tout le temps. À travers la vitre, Sarah et Nordine échangent un regard. Cette révélation change la donne. Il ne s'agit plus seulement d'élucider un meurtre, mais de sauver une vie. Pendant que l'interrogatoire se poursuit, la vie à 7 suit son cours. Chez les Delcourt, on célèbre les 22 ans de Judith. L'ambiance est joyeuse, presque insouciante. Autour de la table, les rires fusent. Mais l'ombre de ce qui se trame ailleurs plane malgré tout. Personne ne sait que, non loin de là, une femme est séquestrée et que chaque minute qui passe réduit ses chances de survie. Lorsque Ludo est reconduite en cellule, Aurore reste un moment seule dans la salle. Ses pensées vont vite. Elle sait que cette affaire ne se résoudra pas avec des méthodes classiques. Il faudra être rapide, stratégique et surtout prêt à prendre des risques. Joyce est quelque part, vivante, et son ravisseur ignore que désormais la police est sur ses traces. Au commissariat, le calme apparent du matin a laissé place à une agitation maîtrisée. Depuis que Ludo a lâché le nom de Joyce et révélé qu'elle était toujours vivante, chaque membre de l'équipe d'Aurore agit avec une concentration presque fébrile. Les téléphones sonnent, les claviers crépitent, les écrans s'illuminent de données géolocalisées et de rapports urgents. Aurore se tient au centre de la salle de briefing, devant un tableau couvert de photos, de notes et de schémas reliés par des traits de rouge. Elle a inscrit en lettres capitales 2 mots qui résument toute la mission. Retrouver Joyce. Autour d'elle, Nordine, Sarah et d'autres officiers de police attendent ses instructions. On part du principe qu'elle est en vie, mais le temps joue contre nous. On ne sait pas à quelle fréquence il change de planque, donc chaque minute compte. Sarah propose de fouiller les caméras de surveillance pour retracer les derniers déplacements de Ludo avant son arrestation. Nordine suggère de vérifier tous les véhicules aperçus à proximité de chez Joyce les jours précédant sa disparition. L'idée est simple, croiser les 2 séries de données pour trouver un point commun exploitable. Dans sa cellule, Ludo n'a aucune idée de l'ampleur des moyens déployés. Il est assis sur le lit étroit, les mains jointes, le regard perdu. Les souvenirs de Joyce affluent. Son rire, sa façon de se coiffer le matin, cette habitude de fredonner des chansons pendant qu'elle cuisine. Chaque image est à la fois un réconfort et une torture. Plus les heures passent, plus il craint qu'elle ne soit déjà morte. À quelques rues de là, Camille tente d'échapper à sa peine en se promenant près du port. Mais la mer et le ciel bleu n'arrivent pas à chasser les pensées sombres. Elle confie à Maude qu'elle s'en veut de ne pas avoir cherché à mieux comprendre Simon. « Je me dis que si j'avais été moins dur, il aurait peut-être trouvé le courage de parler à quelqu'un. » Maude reste silencieuse, car elle sait qu'aucun mot ne peut effacer un tel regret. Aaron, lui, travaille à l'hôpital mais n'arrive pas à se concentrer. L'image de son frère sur la table d'opération le hante encore. Dans un moment de pause, il se renseigne discrètement auprès de Victoire sur l'avancée de l'enquête. « On a une piste », lui répond-elle, « mais c'est fragile. » Ces quelques mots suffisent à ranimer en lui une lueur d'espoir mêlée d'appréhension. En fin de matinée, une première avancée concrète arrive. Sarah identifie un véhicule suspect.
Une fourgonnette blanche aperçue non loin de chez Joyce avant son enlèvement. La plaque d'immatriculation est vite relevée, mais l'espoir retombe presque aussitôt. Le véhicule est signalé volé depuis 3 semaines. Une couverture parfaite pour un enlèvement planifié. Aurore décide de ne pas se laisser décourager. Elle ordonne la mise en place d'une surveillance accrue autour des zones où le véhicule a été repéré. Mais elle sait que cette méthode peut prendre des jours, et Joyce n'a probablement pas ce temps. Alors elle imagine un coup de bluff. L'idée, faire croire au ravisseur que Ludo a parlé et que la police a désormais des éléments pour remonter jusqu'à lui. Cette stratégie est risquée. Si le ravisseur panique, il pourrait déplacer Joyce ou l'éliminer. Mais c'est justement ce mouvement que la police espère provoquer, car il offrirait peut-être une occasion de remonter la piste. Après concertation, l'équipe décide de diffuser l'information dans les médias locaux. Ludo, suspect clé dans la mort de Simon, aurait livré aux enquêteurs des informations déterminantes sur un complice présumé. Pendant que la nouvelle se propage, Fred rend visite à Ludo. Il le regarde à travers la vitre et tente de lui insuffler un peu de courage. « Ils sont sur sa trace, tu m'entends ? Ils vont la retrouver. Ou la tuer », réplique Ludo dans un souffle. « Tu ne sais pas à qui on a affaire. » Chez les Delcourt, l'anniversaire de Judith bat son plein. Chloé et Alex font de leur mieux pour maintenir une atmosphère légère. Nouor lui offre un débardeur coloré, Karim plaisante avec Diego. Mais derrière les sourires, un courant d'inquiétude traverse la pièce. Certains ont déjà entendu parler de l'affaire dans les médias. À 18h, Aurore convoque son équipe pour un dernier point avant la nuit. Elle rappelle que si le ravisseur réagit à l'annonce, il faudra être prêt à intervenir à tout moment, même au milieu de la nuit. On ne se repose pas tant que Joyce n'est pas en sécurité, conclut-elle. Mais au commissariat, les lumières restent allumées, la ville dort, inconsciente de la chasse à l'homme qui se joue dans l'ombre. Et quelque part, enfermée entre 4 murs, Joyce attend sans savoir que chaque seconde qui passe rapproche ses ravisseurs et ses sauveurs. La ruse d'Aurore commence à porter ses fruits plus vite qu'espéré. À peine quelques heures après la diffusion de la fausse information, un signal suspect apparaît sur les radars de l'équipe. Sarah, postée devant un écran au poste central, remarque un appel émis depuis un téléphone prépayé, utilisant plusieurs relais pour brouiller sa localisation. La voix captée est grave, pressée, « Change de plan, déplace-la ». Puis, un silence brutal. L'appel est coupé. Aurore échange un regard déterminé avec Nordine. Elle sait que ce genre de communication n'a rien d'innocent. Joyce est vivante et ses ravisseurs envisagent de la déplacer. C'est peut-être la première véritable ouverture depuis le début de l'affaire. Sans perdre un instant, elle organise un dispositif discret sur plusieurs points stratégiques de la périphérie de Sète. L'idée est simple, repérer tout véhicule correspondant à un possible transport de captives. Les équipes en civil se déploient, prêtes à suivre la cible sans se faire remarquer. La moindre erreur pourrait tout compromettre. Pendant ce temps, dans sa cellule, Ludo tourne en rond. Chaque bruit venant du couloir le fait sursauter. Il imagine Joyce, peut-être ligotée dans un coin sombre, attendant un miracle. Fred, autorisé à le voir une fois encore, tente de lui insuffler un peu de réconfort. Ils avancent, Ludo. Accroche-toi, tu ne comprends pas. S'ils sentent qu'on les serre de trop près, ils peuvent de là. Il s'interrompt, incapable de prononcer le mot. À l'hôpital, Aaron continue sa garde, mais son esprit est ailleurs. L'idée qu'un lien indirect existe entre la mort de son frère et la disparition de Joyce le hante. Il repense aux derniers instants de Simon, se demande si celui-ci avait perçu le danger. Victoire, croisant son regard dans le couloir, devine ses pensées. Ils vont la retrouver, lui assure-t-elle, mais Aaron sait que les promesses, en matière d'enlèvement, sont fragiles. À l'autre bout de la ville, Joyce lutte pour garder ses forces. L'air est lourd dans la petite pièce où elle est retenue. Ses poignets la brûlent à force d'être attachée. Elle tente de rester lucide, de mémoriser les sons. Le grincement d'une porte, le bourdonnement lointain d'un moteur, tout pourrait être un indice si elle s'échappait un jour. En début de soirée, Nordine repère une fourgonnette blanche correspondant à l'un des véhicules surveillés. Elle roule à vitesse modérée, prenant des routes peu fréquentées. Tout, dans sa trajectoire, laisse penser à un conducteur méfiant, conscient d'être peut-être observé. « On la tient », lance Nordine à la radio. Aurore ordonne « Suivez-la mais restez à distance. Aucun contact tant qu'on n'est pas sûr. » La traque se poursuit sur plusieurs kilomètres. Les policiers en civil alternent leur position pour éviter d'être repérés. La fourgonnette quitte la route principale pour s'engager dans une zone industrielle déserte. L'endroit est parfait pour un échange ou pour disparaître. Le signal d'intervention est donné. En quelques secondes, des véhicules banalisés encerclent la fourgonnette. Karim et Nordine s'approchent, armes prêtes, pendant que Sarah couvre l'arrière. Le conducteur, surpris, n'oppose pas de résistance. Mais en ouvrant les portes arrière, la réalité frappe comme un coup de massue, la fourgonnette est vide. À l'intérieur, seulement un téléphone au boîtier fissuré et une photo imprimée de Joyce ligotée. La mise en scène est claire, les ravisseurs savaient qu'ils étaient en suivi. Ils ont laissé ces objets comme un avertissement, et peut-être comme un message de défi à la police.
Aurore serre les mâchoires, mais elle garde la tête froide. L'échec est cuisant, mais pas inutile. Le téléphone est immédiatement confié à la cellule technique. En l'ouvrant, les experts trouvent un fichier vidéo endommagé. L'image est floue, mais au second plan, on distingue un mur tagué d'un graffiti coloré représentant une silhouette stylisée. Sarah à l'œil, ce dessin, je l'ai déjà vu, c'est sur une fresque près de l'ancien entrepôt de stockage du port sud. Aurore relève la tête. Ce lieu est abandonné depuis des années, mais isolé et facile à surveiller. Idéal pour cacher quelqu'un. La nuit tombe sur Sète, les rues se vident, mais au commissariat, personne ne songe à rentrer chez soi. Aurore prépare déjà l'assaut. Le ravisseur croit avoir pris de l'avance. Il ignore qu'en voulant effacer ses traces, il vient de laisser l'indice qui pourrait sceller son destin. L'aube se lève à peine sur Sète quand Aurore rassemble son équipe dans la cour du commissariat. La découverte du graffiti change tout. Pour la première fois depuis des jours, ils tiennent une piste solide. Le lieu identifié, un ancien entrepôt de stockage du port sud, est isolé, mal surveillé et suffisamment vaste pour dissimuler une personne ou plusieurs. Autour de la table improvisée pour le briefing, chacun reçoit ses instructions. Karim et Nordine mèneront l'assaut frontal. Sarah coordonnera la surveillance extérieure pour éviter toute fuite. Aurore, elle, veut être au plus près de l'action. C'est elle qui donnera le signal. Les visages sont graves. Tous savent que Joyce pourrait être à quelques heures de la mort si le ravisseur décide de se débarrasser d'elle. Pendant ce temps, Ludo, toujours en cellule, est tenu à l'écart des détails de l'opération. Mais il sent que quelque chose se prépare. Ses pensées vont et viennent, oscillant entre l'espoir et la peur. Si Joyce est retrouvée vivante, peut-être pourra-t-il enfin respirer. Mais si l'intervention tourne mal, il portera cette culpabilité toute sa vie. L'équipe arrive sur place peu après 6 heures. L'entrepôt se dresse comme une carcasse grise rongée par le temps. Pourtant, certains signes trahissent une activité récente. Un cadenas neuf, des traces de pneus fraîches dans la poussière, une odeur légère de carburant. Les policiers se positionnent, les gilets pare-balles ajustés, les armes prêtes. Aurore donne un dernier regard à ses collègues, puis un signe discret. Le cadenas cède en un instant sous la pince. Les lourdes portes métalliques grincent, libérant un couloir plongé dans la pénombre. L'air à l'intérieur est lourd, moite, chargé d'une odeur de renfermé. À l'autre bout de la pièce principale, une silhouette apparaît. Une femme assise sur une chaise, les mains liées, la tête baissée. Joyce. Son corps tressaille en entendant des pas. Mais avant que l'équipe puisse l'atteindre, un homme surgit de l'ombre, un couteau pressé contre sa gorge. Son visage est masqué par une cagoule, ses yeux brillant d'une nervosité incontrôlable. « Reculez !» hurle-t-il. « Ou elle meurt !» Le silence se fait, seulement brisé par la respiration rapide de Joyce. Aurore avance d'un pas, main légèrement levée. Sa voix est ferme, mais apaisante. « Tu n'as plus d'issue, laisse-la partir, et on pourra discuter. Tu crois que je suis idiot? Je sais que vous m'attendez dehors. » Nordine se déplace lentement sur le côté, cherchant un angle. Karim, lui, capte le moindre mouvement de la lame. La tension est telle qu'un seul geste brusque pourrait déclencher un drame. Aurore continue de parler, cherchant à gagner du temps. « On sait que tu n'es pas seul. On sait que c'est toi qui as donné l'ordre à Ludo de tuer Simon. Si tu coopères, on pourra l'expliquer devant le juge. » L'homme hésite. Cette fraction de seconde suffit. Un bruit à l'extérieur, une distraction calculée par Sarah, détourne son attention. Karim bondit, saisit son poignet armé et le désarme d'un geste net. Joyce est immédiatement éloignée et prise en charge par un médecin. Ses yeux se remplissent de larmes en voyant Aurore. Je savais qu'il n'avait pas le choix. De retour au commissariat, l'identité du ravisseur est confirmée. Marc Delaunay, ancien associé de Simon, dans une affaire trouble mêlant argent et menace. Simon avait menacé de le dénoncer, ce qui a conduit Marc à orchestrer une vengeance froide et méthodique. En enlevant Joyce, il savait qu'il tenait Ludo par la peur. Face aux preuves, les messages retrouvés sur le téléphone, la vidéo, les témoignages, Marc garde un mutisme glacial. Mais il ne peut plus échapper à la justice. Ludo, lui, sait que son avenir se jouera sur la reconnaissance des circonstances atténuantes. Il reste un meurtrier aux yeux de la loi, mais un meurtrier contraint par un chantage impitoyable. Chez les Delcourt, la nouvelle de la libération de Joyce se répand. Judith, encore émue par son anniversaire troublé, confie à Noir qu'elle réalise à quel point la vie peut basculer en un instant. Camille, elle, trouve un certain apaisement. Même si Simon ne reviendra pas, au moins la vérité sur sa mort a éclaté. Aaron rend visite à Joyce à l'hôpital. Il lui adresse un sourire, mélange de soulagement et de gratitude. « Merci de nous avoir donné une raison de nous battre jusqu'au bout », dit-il doucement. La ville retrouve peu à peu son rythme, mais l'affaire laisse derrière elle des cicatrices. Ludo devra répondre de ses actes, Marc sera jugé pour enlèvement et homicide, et Joyce devra guérir d'un traumatisme profond.
Mais une chose est certaine, cette histoire a rappelé à tous qu'à 7, la frontière entre victime et coupable peut parfois être aussi fine qu'un fil, et que ce fil, il faut le tenir fermement pour ne pas sombrer. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et d'avoir plongé avec nous au cœur de cette intrigue intense. Votre fidélité et vos réactions comptent énormément pour nous et nous motivent à continuer de vous proposer des contenus toujours plus captivants. Si cette histoire vous a tenu en haleine, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes et des révélations à venir. Laissez-nous un commentaire pour partager vos impressions, vos théories ou simplement votre ressenti sur cette affaire. Nous adorons lire vos messages et échanger avec vous. Restez connectés, car de nouvelles vidéos passionnantes arrivent très bientôt. Et croyez-nous, vous ne voudrez pas manquer ce qui se prépare.